La vieillesse. Simone de Beauvoir. Introduction. Quand Bouddha était encore le prince Siddhartha, enfermé par son père dans un magnifique palais, il s'en échappa plusieurs fois pour se promener en voiture dans les environs. À sa première sortie, il rencontra un homme infirme, édenté, tout ridé, chenu, courbé, appuyé sur une canne, bredouillant et tremblant. Il s'étonna, et le cocher lui expliqua ce que c'est qu'un vieillard. « Quel malheur !» s'écria le prince, « que les êtres faibles et ignorants, grisés par l'orgueil propre à la jeunesse, ne voient pas la vieillesse. Retournons vite à la maison. À quoi bon les jeux et les joies, puisque je suis la demeure de la future vieillesse ?» Bouddha a reconnu dans un vieillard son propre destin parce que, né pour sauver les hommes, il a voulu assumer la totalité de leurs conditions. En cela, il différait d'eux. Il en élude les aspects qui leur déplaisent, et singulièrement la vieillesse. L'Amérique a rayé de son vocabulaire le mot « mort ». On parle de chair disparue. De même, elle évite toute référence au grand âge. Dans la France d'aujourd'hui, c'est aussi un sujet interdit. Quant à la fin de la force des choses, j'ai enfreint ce tabou. Quel tollé j'ai soulevé! Admettre que j'étais au seuil de la vieillesse, c'était dire qu'elle guettait toutes les femmes, qu'elle en avait déjà saisi beaucoup. Avec gentillesse ou avec colère, un grand nombre de gens, surtout de gens âgés, m'ont abondamment répété que la vieillesse, ça n'existe pas. Il y a des gens moins jeunes que d'autres, voilà tout. Pour la société, la vieillesse apparaît comme une sorte de secret honteux dont il est indécent de parler. Sur la femme, l'enfant, l'adolescent, il existe dans tous les domaines une abondante littérature. En dehors des ouvrages spécialisés, les allusions à la vieillesse sont très rares. Un auteur de bande dessinée a dû en refaire toute une série parce qu'il avait inclus dans ses personnages un couple de grands-parents. « Rayez les vieux !» lui a-t-on ordonné. Quand je dis que je travaille à un essai sur la vieillesse, le plus souvent on s'exclame « Quelle idée! Mais vous n'êtes pas vieille! Quel sujet triste !» Voilà justement pourquoi j'écris ce livre, pour briser la conspiration du silence. La société de consommation, remarque Marcuse, a substitué à la conscience malheureuse une conscience heureuse et réprouve tout sentiment de culpabilité. Il faut troubler sa tranquillité. À l'égard des personnes âgées, il est non seulement coupable mais criminel. Abritée derrière les mythes de l'expansion et de l'abondance, elle traite les vieillards en parias. En France, où la proportion des vieillards est la plus élevée du monde, 12% de la population a plus de 65 ans, ils sont condamnés à la misère, à la solitude, aux infirmités, au désespoir. Aux États-Unis, leur sort n'est pas plus heureux. Pour concilier cette barbarie avec la morale humaniste qu'elle professe, la classe dominante prend le parti commode de ne pas les considérer comme des hommes. Si on entendait leur voix, on serait obligé de reconnaître que c'est une voix humaine. Je forcerai mes lecteurs à l'écouter. Je décrirai la situation qui leur est faite et la manière dont ils la vivent. Je dirai ce qui, dénaturé par les mensonges, les mythes, les clichés de la culture bourgeoise, se passe réellement dans leur tête et dans leur cœur. L'attitude de la société à leur égard est d'ailleurs profondément duplice. En général, elle ne regarde pas la vieillesse comme une classe d'âge tranché. La crise de la puberté permet de tracer entre l'adolescent et l'adulte une ligne de démarcation qui n'est arbitraire que dans d'étroites limites. À 18 ans, à 21 ans, les jeunes sont ennemis dans la société des hommes. Presque toujours, des rites de passage entourent cette promotion. Le moment où commence la vieillesse est mal défini. Il varie selon les époques et les lieux. On ne rencontre nulle part de rite de passage établissant un nouveau statut. En politique, l'individu garde toute sa vie les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le Code civil
ne fait aucune distinction entre un centenaire ou un quadragénaire. Les juristes considèrent qu'en dehors de ces cas pathologiques, la responsabilité pénale des hommes âgés est aussi entière que celle des jeunes. Pratiquement, on ne les tient pas pour une catégorie à part, et d'ailleurs, ils ne le voudraient pas. Il existe des livres, des publications, des spectacles, des émissions de télévision et de radio destinés aux enfants et aux adolescents. Aux vieillards, non. Sur tous ces plans, on les assimile aux adultes plus jeunes. Cependant, quand on décide de leur statut économique, on semble considérer qu'ils appartiennent à une espèce étrangère. Ils n'ont ni les mêmes besoins, ni les mêmes sentiments que les autres hommes, s'il suffit de leur accorder une misérable aumône pour se sentir quitte envers eux. Cette illusion commode, les économistes, les législateurs l'accréditent quand ils déplorent le poids que les non-actifs représentent pour les actifs, comme si ceux-ci n'étaient pas de futurs non-actifs et n'assuraient pas leur propre avenir en instituant la prise en charge des gens âgés. Les syndicalistes, eux, ne s'y trompent pas. Quand ils présentent des revendications, ils font toujours une large part au problème de la retraite. Les vieillards, qui ne constituent aucune force économique, n'ont pas les moyens de faire valoir leurs droits. L'intérêt des exploiteurs, c'est de briser la solidarité entre les travailleurs et les improductifs, de manière que ceux-ci ne soient défendus par personne. Les mythes et les clichés mis en circulation par la pensée bourgeoise s'attachent à montrer dans le vieillard un autre. C'est avec des adolescents qui durent un assez grand nombre d'années que la vie fait des vieillards. Remarque Proust. Ils gardent les qualités et les défauts de l'homme qu'ils continuent d'être. Cela, l'opinion veut l'ignorer. Si les vieillards manifestent les mêmes désirs, les mêmes sentiments, les mêmes revendications que les jeunes, ils scandalisent chez eux l'amour. La jalousie semble odieux ou ridicule, la sexualité répugnante, la violence dérisoire. Ils doivent donner l'exemple de toutes les vertus. Avant tout, on réclame d'eux la sérénité. On affirme qu'ils la possèdent, ce qui autorise à se désintéresser de leur malheur. L'image sublimée qu'on leur propose d'eux-mêmes, c'est celle du sage, auréolé de cheveux blancs, riche d'expérience et vénérable, qui domine de très haut la condition humaine, s'il s'en écarte. Alors il tombe en dessous. L'image qui s'oppose à la première, c'est celle du vieux fou qui radote, extravague, et dont les enfants se moquent. De toute façon, par leur vertu ou par leur abjection, ils se situent hors de l'humanité. On peut donc sans scrupule leur refuser ce minimum qui est jugé nécessaire pour mener une vie d'homme. Nous poussons si loin cet ostracisme que nous allons jusqu'à le tourner contre nous-mêmes. Nous refusons de nous reconnaître dans le vieillard que nous serons. De toutes les réalités, la vieillesse est peut-être celle dont nous gardons le plus longtemps dans la vie une notion purement abstraite. A justement noté Proust, tous les hommes sont mortels. Ils y pensent. Un grand nombre d'entre eux deviennent des vieillards. Presque aucun n'envisage d'avance cet avatar. Rien ne devrait être plus attendu, rien n'est plus imprévu que la vieillesse. Quand on les interroge sur leur avenir, les jeunes, surtout les jeunes filles, arrêtent la vie au plus tard à 60 ans. Certaines disent « je n'irai pas jusque-là, je mourrai avant ». Et quelques-unes même « je me tuerai avant ». L'adulte se comporte comme s'il ne devait jamais devenir vieux. Souvent le travailleur est frappé de stupeur quand sonne l'heure de la retraite. La date en était fixée d'avance, il la connaissait, il aurait dû s'y préparer. Le fait est que, à moins d'être sérieusement politisé, jusqu'au dernier moment ce savoir lui était demeuré étranger. Au jour venu, et déjà quand on s'en rapproche, on préfère d'ordinaire la vieillesse à la mort. Cependant, à distance, c'est celle-ci que nous considérons le plus lucidement. Elle fait partie de nos possibilités immédiates. À tout âge, elle nous menace. Il nous arrive de la frôler. Souvent, nous en avons peur. Tandis qu'on ne devient pas vieux en un instant, jeune ou dans la force de l'âge, nous ne pensons pas comme Bouddha être déjà habité par notre future vieillesse. Elle est séparée de nous par un temps si long
qu'il se confond à nos yeux avec l'éternité. Ce lointain avenir nous paraît irréel. Et puis les morts ne sont rien. On peut éprouver un vertige métaphysique devant ce néant, mais d'une certaine manière, il rassure. Il ne pose pas de problème. Je ne serai plus. Je garde mon identité dans cette disparition. À 20 ans, à 40 ans, me penser vieille, c'est me penser autre. Il y a quelque chose d'effrayant dans toute métamorphose. J'étais stupéfaite, enfant, et même angoissée, quand je réalisais qu'un jour je me changerais en grande personne. Mais le désir de demeurer soi-même est généralement compensé dans le jeune âge par les considérables avantages du statut d'adulte. Tandis que la vieillesse apparaît comme une disgrâce, même chez les gens qu'on estime bien conservés, la déchéance physique qu'elle entraîne saute aux yeux, car l'espèce humaine est celle où les changements dus aux années sont les plus spectaculaires. Les animaux s'efflanquent, s'affaiblissent, ils ne se métamorphosent pas. Nous, si. On a le cœur serré quand, à côté d'une belle jeune femme, on aperçoit son reflet dans le miroir des années futures, sa mère. Les Indiens Nambikwara, raconte Lévi-Strauss, n'ont qu'un mot pour dire jeune et beau, et un pour dire vieux et laid. Devant l'image que les vieilles gens nous proposent de notre avenir, nous demeurons incrédules. Une voix en nous murmure absurdement que ça ne nous arrivera pas. Ce ne sera plus nous quand ça arrivera. Avant qu'elle se fonde sur nous, la vieillesse est une chose qui ne concerne que les autres. Ainsi peut-on comprendre que la société réussisse à nous détourner de voir dans les vieilles gens nos semblables. Cessons de tricher. Le sens de notre vie est en question dans l'avenir qui nous attend. Nous ne savons pas qui nous sommes, si nous ignorons qui nous serons. Ce vieil homme, cette vieille femme, reconnaissons-nous en eux? Il le faut si nous voulons assumer dans sa totalité notre condition humaine. Du coup, nous n'accepterons plus avec indifférence le malheur du dernier âge. Nous nous sentirons concernés. Nous le sommes. Il dénonce avec éclat le système d'exploitation dans lequel nous vivons. Le vieillard, incapable de subvenir à ses besoins, représente toujours une charge. Mais dans les collectivités, où règne une certaine égalité, à l'intérieur d'une communauté rurale, chez certains peuples primitifs, l'homme mûr, tout en ne voulant pas le savoir, sait cependant que demain, sa condition sera celle qu'il assigne aujourd'hui au vieillard. C'est le sens du conte de Grimm, dont on retrouve des versions dans toutes les campagnes. Un paysan fait manger son vieux père à l'écart de la famille dans une petite auge de bois. Il surprend son fils en train d'assembler des planchettes. « C'est pour toi, quand tu seras vieux, » dit l'enfant. Du coup, l'aïeul retrouve sa place à la table commune. Entre leur intérêt à long terme et leur intérêt immédiat, les membres actifs de la collectivité inventent des compromis. L'urgence des besoins oblige certains primitifs à tuer leurs vieux parents, quitte à subir plus tard le même sort. Dans les cas moins extrêmes, la prévoyance et les sentiments filiaux tempèrent l'égoïsme. Dans le monde capitaliste, l'intérêt à long terme ne joue plus. Les privilégiés qui décident du sort de la masse ne redoutent pas de le partager. Quant aux sentiments humanitaires, en dépit de bavardages hypocrites, ils n'interviennent pas. L'économie est basée sur le profit. C'est à lui pratiquement que toute la civilisation est subordonnée. On ne s'intéresse au matériel humain que dans la mesure où il rapporte. Ensuite, on le jette. Dans un monde en mutation, où les machines font des carrières très courtes, il ne faut pas que les hommes servent trop longtemps. Tout ce qui dépasse 55 ans doit être mis au rebut, a dit récemment au cours d'un congrès le docteur Leach, anthropologue de Cambridge. Le mot rebut dit bien ce qu'il veut dire. On nous raconte que la retraite est le temps de la liberté et des loisirs. Des poètes ont vanté les délices du port. Ce sont des mensonges éhontés. La société impose à l'immense majorité des vieillards un niveau de vie si misérable que l'expression « vieux et pauvre » constitue presque un pléonasme. Inversement, la plupart des indigents sont des vieillards.
Les loisirs n'ouvrent pas aux retraités des possibilités neuves. Au moment où il est enfin affranchi des contraintes, on ôte à l'individu les moyens d'utiliser sa liberté. Il est condamné à végéter dans la solitude et l'ennui, pur déchet. Que pendant les 15 ou 20 dernières années de sa vie, un homme ne soit plus qu'un laissé-pour-compte, cela manifeste l'échec de notre civilisation. Cette évidence nous prendrait à la gorge si nous considérions les vieillards comme des hommes, ayant une vie d'hommes derrière eux, et non comme des cadavres ambulants. Ceux qui dénoncent le système mutilant, qui est le nôtre, devraient mettre en lumière ce scandale. C'est en concentrant ses efforts sur le sort des plus déshérités qu'on réussit à ébranler une société. Pour démolir le système des castes, Gandhi s'est attaqué à la condition des parias. Pour détruire la famille féodale, la Chine communiste a émancipé la femme. Exiger que les hommes restent des hommes pendant leur dernier âge impliquerait un radical bouleversement. Impossible d'obtenir ce résultat par quelques réformes limitées qui laisseraient le système intact. C'est l'exploitation des travailleurs, c'est l'automisation de la société, c'est la misère d'une culture réservée à un mandarinat qui aboutissent à ces vieillesses déshumanisées. Elles montrent que tout est à reprendre dès le départ. C'est pourquoi la question est si soigneusement passée sous silence. C'est pourquoi il est nécessaire de briser ce silence. Je demande à mes lecteurs de m'y aider.